Bonjour à tous et bienvenue pour le Talk B2B, un titre d'émission en anglais pour un secteur où on parle beaucoup anglais, le marketing digital. Vous allez entendre parler aujourd'hui de marketing automation, d'inbound marketing, de content marketing, de nurturing, des mots que vous avez probablement entendus dans le cadre de projets B2C. Mais qu'en est-il pour le B2B ? Qui plus est industriel, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un témoignage, celui de Tanguy Maton. Bonjour Tanguy. Bonjour Olivier. Vous êtes le fondateur de Bluey. Merci de votre présence. Et avec un expert, Paul Perdrieux. Bonjour. Bonjour Paul. Donc Paul, tu es le fondateur d'Okedito, notre agence de content marketing. Donc. Avant de nous lancer, Tanguy, quelques mots sur Bluey. Quel est votre métier ? Alors Bluey, on s'adresse à l'industrie. Et notre métier, c'est la maîtrise opérationnelle appliquée à l'énergie en milieu industriel. Notre offre est une offre d'expertise métier et de solutions digitales, de nouvelles technologies au service de l'efficacité énergétique des industriels. Des cibles en particulier ? On s'adresse aux grands comptes et aux ETI, multisites, internationales par définition. On s'adresse aux segments de marché qui sont les plus énergivores et qui ont des systèmes énergétiques les plus complexes. Donc ça concerne la chimie, la pharmacie, l'électronique, le pétrole, quelques segments de l'industrie agroalimentaire en particulier. Merci. Et Paul, un petit mot sur Okedito ? Oui, Okedito est une agence spécialisée dans le content marketing et l'inbound marketing. Nous traitons plus particulièrement les problématiques B2B, donc les secteurs high-tech, clean-tech, IT, le logiciel, industrie et services. Voilà. Et notre métier consiste à aider les marques à développer leur influence et leur business grâce à un contenu premium et au marketing automation. Alors il y a déjà quelques mois que vous travaillez ensemble, enfin que Okedito travaille pour Bluey. Tanguy, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une démarche de content marketing ? En fait, notre ambition, c'est de devenir la référence sur le marché industriel pour l'efficacité énergétique. La référence, ça veut dire la référence dans les expertises, dans le savoir, la connaissance, les expériences, le savoir-faire, dans les solutions aussi. Quand on est la référence, il faut que notre marché, notre public, se disent voilà, j'ai un problème, j'ai une question, il faut que je m'adresse à Bluey. Pour que ce réflexe existe, il faut qu'on soit visible et que la profondeur de nos expertises ou la qualité de nos expertises soit perçue. Et évidemment, donc, le content marketing vise à mettre en valeur nos expertises, nos savoir-faire, de façon à ce que les gens pensent à nous quand ils ont des questions à résoudre. Et alors vous en étiez où quand vous vous êtes lancé ? Vous aviez déjà commencé déjà ? En fait, il y a un excellent timing. L'intention était là. Donc le diagnostic de dire on veut être la référence et le content marketing est un des moyens. On va dire, c'est évidemment c'est nos clients qui aussi parlent de nous. Mais je dirais le content marketing est un moyen de se positionner ou d'être reconnu comme la référence sur notre marché. Donc on avait fait ce diagnostic. Et puis voilà, la rencontre s'est faite avec Okedito et qui a très vite su nous faire passer de l'intention à l'action. Alors comme je le disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler de ces démarches-là dans le B2C. Et dans le B2B industriel, est-ce qu'il y avait des spécificités qui vous ont interrogé, qui vous ont fait vous lancer d'une manière peut-être différente ? Je dirais, dans le B2B industriel, il y a d'un côté, je dirais, en monde industriel, un besoin d'information sur les nouvelles technologies. On est avec actuellement l'émergence de l'industrie 4.0. Il y a cette appétence pour de l'information encore qui s'accélère. Donc il y a des lieux de rencontre ou de collecte d'informations qui sont les salons, qui sont des endroits historiques. Enfin voilà, un processus historique de collecte d'informations. Mais aujourd'hui, l'information a besoin d'être rafraîchie très vite. On est dans le digital. Le digital était naturel, qu'on utilise le digital comme canal pour faire venir l'information aux industriels plutôt qu'ils aient à se déplacer pour venir chercher l'information. Donc ils ont un besoin d'information. De l'autre, ils sont très pris par l'opérationnel, ils ont très peu de temps.
Donc voilà, de façon extrêmement ciblée sur le média qui va bien, leur apporter une information sélective et contextualisée et particulièrement appropriée à mon sens. Et Paul, tu vois quoi comme évolution, comme tendance sur ce content marketing B2B? Ouais, il y a un récent sondage du Content Marketing Institute qui fait un peu référence. Bon, c'est des sondages sur des entreprises américaines essentiellement, mais nord-américaines, qui donnait que 90% des entreprises en B2B pratiquaient le content marketing. Donc je crois que la question c'est plus trop de savoir s'il faut y aller, plutôt comment et qu'est-ce qu'on peut en attendre. En revanche, ce qui est plus intéressant dans le sondage, c'est que 60% d'entre elles se jugeaient immatures dans la façon d'y aller et sur et la façon de mesurer les bénéfices. Donc je pense que là, il y a, si on parle des spécificités B2B en marketing digital, là il y a du travail à faire pour que ça se passe bien. Exemple avec Bluey peut-être? Ouais, en fait, souvent ce qu'on voit d'ailleurs, c'est en B2B, comme ce sont des acteurs qui ont l'habitude d'utiliser des outils, des machines, du numérique, ils ont le réflexe d'y aller en commençant par acheter des outils, en pensant que les outils vont résoudre la problématique. Et là, en fait, je pense qu'il y a un piège. C'est peut-être de là que vient le sentiment d'immaturité ou d'être un peu perdu. C'est que si on fait ça sans savoir pourquoi, on le fait avec la bonne vision, avec une vision bien posée, et sans les contenus de qualité qui vont avec. Tanguy disait, on travaille, nos clients sont des experts, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, et ils connaissent très bien leur métier. Si les contenus sont pas au top, si ce qu'on diffuse n'est pas au top et s'il n'y a pas cette connivence métier, ça fait flop. Voilà, donc je pense que c'est peut-être là sur le sujet, sur la thématique B2B, il y a peut-être quelque chose là d'assez prégnant. Je dois dire qu'avec Bluey, les équipes de Tanguy et Tanguy ont bien compris qu'il fallait commencer par bien poser la stratégie, pourquoi on fait les choses, les éléments de langage, le positionnement de la marque, sa posture de communication. Puis ensuite, avec quelle ligne édito on parle à nos cibles, les décideurs d'usine en usine et les energy managers par exemple. Et à partir de là, on déroule de l'opérationnel et des outils. Voilà. Alors justement, Tanguy, comment ça s'est passé? Vous avez un public très varié, vous vous adressez à plusieurs types de postes, à plusieurs types de métiers dans l'entreprise, avec des problématiques techniques relativement complexes. Comment avez-vous décidé un peu cette ligne éditoriale? Comment avez-vous choisi les contenus? Avec quelle valeur ajoutée en ligne de mire? En fait, c'est là où Okidito nous a beaucoup aidé. En fait, on avait l'intention, on a la stratégie, on a une réflexion basée sur le retour d'expérience depuis maintenant plusieurs années d'activité sur ce marché. Et on avait bien segmenté nos publics, décideurs corporate, décideurs usines, opérationnels. On a évidemment fait un travail de structuration de nos offres par rapport à ça. Donc il y avait je pense, un terrain qui était préparé pour que Okidito nous aide par rapport à chacune des populations et à partir de notre bonne compréhension des usages métiers de chacune de ces familles, de ces populations, en fait Okidito a su vraiment rentrer, presque dans notre métier, s'approprier ce qu'on a expliqué des usages et des besoins de nos publics, pour nous aider à transposer un discours, des messages extrêmement ciblés et structurés. Donc, voilà. Donc, ça part d'un travail de marketing, de stratégie. Après, Paul pourra peut-être dire, mais qui était déjà plus qu'amorcé. Et après, il y a un relais où il y a un vrai partenariat, une vraie collaboration qui se fait avec Okidito pour transformer ça dans du concret éditorial. Donc il n'y a pas vraiment d'évidence dans les sujets qu'on va traiter. Il y a une méthodologie pour... C'est un travail qu'on a, à un moment donné, en fait, c'est de la co-construction. Ouais. C'est qu'effectivement, on doit rentrer dans le métier de Bluey pour
Ensuite, aider à peut-être reformuler et en ayant d'ailleurs un peu de l'avantage d'avoir un peu de recul. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Avec le regard extérieur, quand on a bien compris à qui on doit s'adresser, les différenciateurs, les points forts, les points faibles, la situation, là où la marque veut aller, nous, notre travail, c'est de retranscrire ça dans une ligne éditoriale, des typologies de contenu qui vont bien, qui vont intéresser les différents personas, comme on dit, donc les différents types de populations qui sont les cibles de Bluey. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que par exemple, il y a aussi une notion de temps. On a notre président qui maîtrise le temps des journalistes. En fait, j'ai pu constater dans les travaux qu'on a fait avec Okedito, c'est que par exemple, voilà, on sait qu'on va sortir une nouvelle solution, un nouveau produit dans 6 mois, dans 1 an. Ce serait une erreur de marcher sur ce terrain-là, de ce public concerné par cette nouvelle solution, de commencer à en parler maintenant alors qu'on n'a rien de concret à apporter, donc à déflorer le sujet. Et en fait, voilà, il faut synchroniser aussi les sujets dont on a envie de parler dans l'absolu et les synchroniser avec le business et le roadmap produit, de façon à être dans le bon timing. Voilà. La même chose, si elle est dite dans 3 mois ou si elle est dite maintenant, peut faire un flop ou peut être bien synchronisée sur le business. Et si on zoome un petit peu à l'échelle du contenu lui-même, un article par exemple, qu'est-ce qui le rend expert d'après toi ? Le côté journalistique Oui, effectivement, nous prônons une organisation de comité éditorial et de newsroom de journalistes qui travaillent avec des méthodes de journalistes, c'est-à-dire que on sort pas un contenu ou un article sans qui repose sur des interviews d'experts, par exemple. On va, Tanguy parlait de la gestion du temps, on va poser un calendrier éditorial assez clair qui correspond à la ligne éditoriale posée au début du projet, et les comités éditoriaux vont déterminer les sujets, poser les fiches d'angle qui seront validées avant d'être lancées en production. Il y a vraiment une méthodologie et une organisation de la production qui est rigoureuse, qui gère ce rythme et ce timing, et qui permet aussi qui fait un peu le rôle du gardien du temple, de dire non, on a dit que ça, on n'en parlait pas, ou pas tout de suite, et c'est notre rôle. Là aussi, c'est notre rôle, et c'est le rôle du comité, on fait ça ensemble, mais de dire, ah oui, là, ça, c'est pas maintenant, c'est pour plus tard, ou là, on n'est plus dans la ligne édito, donc il faut se discipliner et revenir. Et c'est assez important, je pense, pour que, dans le long terme, comme c'est un sport d'endurance, les choses qui ont été construites portent leurs fruits. Si je peux me permettre, en fait, moi j'ai retrouvé chez Okedito une façon processée, méthodique de travailler, qui en fait est le reflet, le miroir de ce que nous on fait avec nos clients. C'est pareil, c'est-à-dire que ce soit sur une communication avec de l'expertise, que ce soit de la com, ou ce soit de l'expertise en action dans les usines, eh bien nous aussi on joue un rôle vis-à-vis de nos clients dans ce cadrage et dans la gestion du temps, toujours que chaque action se combine avec les autres, avec une vision de l'objectif, de l'objectif. Et voilà, j'ai retrouvé ce côté processé. Alors, le process ne veut pas dire que c'est standard, non, c'est de l'expertise, c'est du sur-mesure, mais c'est du 3 étoiles et c'est pas du c'est pas du fast-food, quoi. Peut-être, c'est ça ce que j'allais dire. Peut-être qu'il y a un ADN commun qui est d'être passé par l'industrie. Alors, d'un point de vue un petit peu plus technique, Paul, je crois que c'est le moment de parler de marketing automation. Effectivement, c'est la diffusion des contenus. Ouais, c'est un sujet très à la mode. En ce moment, le sondage dont je parlais au tout début de l'émission donne aussi que l'email est le premier moyen de diffusion encore. Quand on parle de marketing automation, en fait, on parle de solutions d'emailing sophistiquées qui permettent de dérouler des scénarios en fonction de comportements d'utilisateurs, de qui ouvre quel mail, qui consomme quel contenu, et qui permettent de personnaliser une relation un peu
un peu évolué par email. Bon, c'est très important. Maintenant, c'est pas le seul moyen de diffusion, c'est-à-dire que tout compte. Donc effectivement, on investit dans une démarche où on fabrique on cisèle des contenus qui ont un coût, puisque c'est des contenus experts. Il faut les exploiter au mieux. Donc c'est vrai qu'il faut que toute la chaîne soit robuste. Alors on travaille sur le site et le blog de marque quand c'est nécessaire. On va travailler ce qu'on appelle les landing pages et les call to action qui permettent d'amener vers les contenus premium qui seront téléchargés. Il y a tout ce qui est diffusion sur les réseaux sociaux. En B2B, on parle beaucoup de LinkedIn et de Twitter, essentiellement, dans certains cas Instagram si c'est très visuel, mais on peut dire qu'on a là le trio à travailler. On peut coupler ça à des campagnes pour forcer le destin, des campagnes payantes sur LinkedIn par exemple, puisqu'on peut cibler des profils de décideurs très particuliers. Donc c'est intéressant en B2B. Tout compte. La multidiffusion sur les réseaux sociaux, le community management, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc toutes ces petites tâches-là peuvent être très fastidieuses et chronophages. C'est là où, après avoir travaillé sur le sens, il faut penser à bien se doter de robots, enfin d'outils automatisés qui permettent de soulager les équipes. Le marketing automation en fait partie. Oui. Bon, alors si on résume, on a une bonne stratégie, on a fait des bons contenus, on les a bien diffusés. Mais c'est pas à l'industriel que je vais apprendre ça, mais on a envie de mesurer derrière ce qui se passe. Comment vous vous y êtes pris les critères que vous avez regardés, que vous regardez encore, bien sûr. Oui, alors on a défini effectivement des métriques qui sont des métriques à différents niveaux. C'est de capter l'attention d'un maximum de gens. Donc, c'est est-ce qu'on a un public récurrent sur nos contenus. Donc ça, c'est un métrique. Donc c'est les gens qui s'abonnent à nos fils. Et puis il y a ensuite l'intensité de la relation. Donc il y a le quantitatif, il y a le qualitatif, qui est un autre métrique. Et le marketing automation permet aussi derrière d'analyser cela. De le faire, d'intensifier de façon un peu automatisée, et puis de mesurer les résultats. Au bout du bout, il y aura des leads. Voilà, pour l'instant, on voit que il y a plus de visiteurs sur notre site web, il y a plus de téléchargements, il y a plus d'interactions, il y a des demandes d'infos. Maintenant, voilà, on voit la tendance, on va dans la bonne direction. Faut être patient. Paul, d'une manière un petit peu plus générale, on sait évidemment qu'en B2B, on ne va pas avoir des métriques proches de ce que peut avoir un bon blogueur en B2C. Qu'est-ce qu'on regarde Comme le disait Tanguy, on est sur des... Bon, il y a en général 5 grandes familles d'indicateurs. La visibilité, l'intérêt, le recrutement, l'engagement, la conversion. Moi, j'en rajoute aussi un 6e, je ne suis pas le seul à le rajouter, mais qui est la fidélisation. Parce que, alors notamment en B2B, l'objectif numéro 1 n'est pas forcément la génération de leads. Ça peut être ce qu'on appelle le nurturing, c'est-à-dire j'ai déjà une base de contacts de clients ou de contacts que je connais bien, parce que je connais bien mon marché, parce qu'en fait, il n'y en a pas des centaines de milliers. Comment je fais pour mieux les servir ou pour les réactiver ou pour provoquer du réachat. Et là, on va être sur des indicateurs qui sont plus sur la réduction du cycle de vente, le taux d'interaction, le réachat ou la valeur vie d'un client. Donc là, voilà, chaque cas est différent, mais faut mesurer. Alors justement, on a vu que tu commençais à en parler un petit peu. Il y a des bénéfices qui sont mesurables, qui sont des bénéfices business. Et est-ce qu'il y a aussi des bénéfices plus internes, plus diffus, puisqu'on va par exemple interroger des collaborateurs, les mettre en avant, les valoriser, les faire réfléchir à leur positionnement, à l'avenir, à des visions. Est-ce que, Tanguy, vous mesurez des choses de cet ordre-là ? Alors, je ne les mesure pas, mais je les perçois. Oui. Ouais, j'ai plusieurs
plusieurs comme ça idées qui me viennent à la tête, à l'esprit. Dans mon équipe, alors en fait Bluey c'est un écosystème, hein. J'ai une équipe, mais on a un réseau d'experts de tout type autour de nous. Et en fait, que ce soit dans mon équipe ou que ce soit vis-à-vis de notre réseau d'experts, en fait les gens se sentent valorisés. D'être sollicité en disant écoute, t'as un savoir-faire, en fait, est-ce que tu peux nous le présenter, nous l'expliquer? Il y a un effet induit positif sur, je vous dis, dans mon équipe ou dans mes experts, voilà, d'avoir l'opportunité d'être mis en valeur, reconnu pour leur savoir-faire. Donc ça, c'est un bénéfice. Un deuxième, alors qui c'est aussi notre c'est notre visibilité, c'est-à-dire qu'à plein d'occasions avec des prospects ou dans des cercles de métiers, les gens vont spontanément nous dire tiens, j'ai vu votre dernier webinar, il était super, c'était très intéressant, ça m'a décoincé sur un sujet. Donc en fait, c'est pas un lead ou c'est pas un prospect, enfin c'est pas un lead actif, mais c'est quelqu'un qui déjà nous renvoie une image en disant il y a de la valeur dans Bluey, et c'est ça qu'on veut. Et puis en fait il y a un troisième exemple, mais trois parmi beaucoup plus que ça. En fait on recrute. Dans notre capacité à recruter des collaborateurs ou des nouveaux experts, en fait parce que on met on communique sur notre façon de faire, notre vision, notre ADN, qui on est, où est-ce qu'on veut aller, comment on se projette. En fait, il y a des gens qui se reconnaissent. Qui se disent, mais en fait, moi j'aimerais bien bosser avec ces gens-là. Je pense que là où Bluey fait partie des acteurs qui ont une maturité en matière de content marketing, c'est que pour bien faire comprendre à ceux qui nous regardent, on travaille un contenu éditorial. C'est-à-dire qu'il y a une vraie compréhension que intéresser l'audience, c'est pas que parler de Bluey, de ses solutions, comme c'est beau et comme c'est bien et mieux que le voisin et qu'il faut absolument l'acheter. C'est une posture qui consiste à dire je vais déjà aider dans le quotidien, je vais aider ma cible dans son quotidien. Et ça c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent une vraie transformation à mener dans l'état d'esprit, la façon de faire des équipes marketing. Et on fait du media training, de la marque, etc. Exactement, avec les habitudes, avec les compétences et le savoir-faire habituels. C'est pas facile de passer d'un marketing très produit à un marketing plus éditorial, mais qui produit les effets qu'évoque Tanguy, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une posture où on va aider, apporter de la valeur dans le métier tous les jours à sa cible, ils nous le rendent. Et finalement, la marque se rend attractive. D'ailleurs, c'est le principe de l'inbound plutôt que de faire de la publicité. Et je pense que ça contribue à jouer aussi dans le sens de la marque employeur. Donc tout compte parce qu'on apporte de la valeur plutôt que de chercher à tout prix à placer un produit ou tu fais bien d'en parler. En fait, on n'est pas autocentré. On est centré sur le marché, sur ses problèmes, ses besoins. Et donc on parle plus. Enfin, je pense qu'au moins la moitié de notre contenu, il parle pas de nous. Alors, avant de vous demander de conclure, est-ce que Tanguy, vous auriez un conseil ou deux conseils ou quelques conseils à donner à vos confrères du monde industriel en B2B qui souhaiteraient se lancer dans une démarche d'inbound ou de content marketing? Alors, un conseil qui vaut pour le inbound marketing, mais qui vaut pour le digital ou les nouvelles technologies en général, c'est faut y aller vite. Il faut de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un plan extrêmement abouti sur le papier avant de faire ses premiers pas. Il faut combiner les deux. L'expérimentation, vite. Ça, c'est le premier conseil.
Le deuxième, c'est de se faire accompagner, parce que, voilà, comme disait Paul tout à l'heure, j'ai les outils, donc je suis armé, tout va bien, quoi. Non. Bon, nous, on n'avait ni les outils, ni la méthodo, ni l'accompagnement métier de Ocedito. Mais je sais bien que même avec les outils, je porte le même discours avec mes clients. J'ai une boîte à outils, j'ai les outils digitaux, mais je leur dis aussi, écoutez, si je vous les mets dans les mains, il y a de fortes chances que, vous n'ayez pas le temps à faire le nécessaire pour en tirer de la valeur, et puis voire pas les compétences pour le faire non plus. Donc je dirais, voilà, y aller vite par l'expérimentation, et puis 2, se faire accompagner parce que voilà, l'outil fait pas tout. Alors pour conclure, je vais vous demander un petit exercice de projection dans l'avenir, en vous demandant à chacun votre vision de l'inbound et du content marketing dans l'avenir qui commence. Tanguy ? Il y a un moment donné, si on a été bon, on est plus dans une logique de suivre ou de surfer sur, en fait, un contenu ou des attentes de contenu ou des partages avec notre communauté, où on n'est plus dans je crée du contenu, je le partage, mais le contenu se crée. Et moi, quelque part, je suis au centre ou je suis à l'extérieur, je sais pas bien, mais voilà, c'est chez moi que ça se fait. Les gens viennent partager parce que c'est le lieu du rendez-vous. Des experts, des informations les plus pertinentes, les plus à jour, que ce soit pour le présent ou que ce soit pour le futur. Donc quelque part, voilà, de me faire dépasser par la puissance de la démarche, quoi. Je rebondis sur la vision de Tanguy. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, le boulot consiste à animer comme il faut une communauté de professionnels. Ouais. Où on peut parler de club ou de ce qu'on veut, mais une communauté de professionnels où il y a beaucoup de valeur parce qu'en fait, toujours pareil, cette histoire de connivence métier. Quand on est entre professionnels et qu'on peut échanger avec ses pairs et qu'il en sort forcément de la valeur, on a un peu gagné le. Voilà. Mais quand on fait ça, c'est pareil, on ne pense pas qu'à sa marque et qu'à soi. C'est-à-dire que clairement, il y a une démarche. Il y a une partie de la démarche où clairement, faut rester un petit peu en dehors du jeu commercial et il faut le bon équilibre. Mais l'équilibre, il peut se trouver à partir du moment où il y a une honnêteté et du sens dans ce qu'on fait. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Le deuxième point, je pense, c'est peut-être un rapprochement, enfin plus de travail d'équipe intégré entre le marketing et les ventes. Je pense que paradoxalement, dans bien des cas, la cible numéro 1 du content marketing, et je vais peut-être un petit peu provoquer en disant ça, mais ce serait plutôt les sales de l'entreprise, plus que le prospect. Très clairement, on voit qu'il y a il y a un souci dans la jonction entre ce que fait le marketing digital, et parfois qui est très bien fait, et le process de vente et la façon dont les produits sont vendus. Et là, il y a parfois la balle, on a du mal à la transmettre, et puis on se rend compte que finalement, les vendeurs, ils n'ont pas forcément les contenus et le coaching qui va bien aux étapes cruciales. Donc il va y avoir un travail, je pense que dans l'inbound marketing, il devra y avoir, d'ailleurs, on commence déjà, nous, à le faire comme ça, un travail sur la formalisation et la modélisation du processus de vente, et puis de bien mettre en face les contenus et le fameux process de vente, parce que finalement, en B2B, ce sont les sales, à un moment donné, qui portent, qui vont closer, qui prennent un lead et qui essayent d'en faire un client. En fait, il faut les aider aussi, et ça, la démarche ne s'arrête pas à j'ai produit un lead, débrouillez-vous, débrouillons-nous. Ça sera peut-être le thème d'un prochain talk B2B. Merci à vous deux d'avoir partagé ce moment. Merci à vous également de nous avoir suivis, et à très bientôt donc pour le talk B2B. C'était bien, hein? Ah oui, surtout celui qui a des lunettes.